Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Télé-École, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous abordons une thématique assez spéciale parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Si je vous dis étoiles, planètes, galaxies, soleil, lune, je pense que vous avez deviné qu'aujourd'hui, nous parlons de l'astronomie. Nous avons intitulé notre thématique « Technologie au service de l'astronomie ». C'est un plaisir pour moi de parler de cette thématique parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui dépasse la Terre, à l'espace, aux galaxies, à tout ce qui est céleste. Et aujourd'hui, on en parle sur le plateau de Science Tech. Je reçois un invité de pointe. Comme vous le savez, moi, je reçois que des invités de pointe, de marque. Je reçois monsieur Adama Bal. Alors, avant de présenter mon invité, je tiens à dire qu'il est déjà écrivain scientifique. C'est pas n'importe qui. Il est amateur en astronomie, administrateur réseau et développeur en même temps. Bonjour, monsieur. Bonjour, Fenoya. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé. Merci, c'est le plaisir pour moi. Okay. Merci beaucoup. De votre background, déjà, on voit que vous pesez beaucoup et que vous vous intéressez beaucoup à l'astronomie et c'est un plaisir parce que comme je le disais dans la présentation, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ce qui est au-delà de la Terre, surtout en Afrique. Moi, je parle de l'Afrique spécialement, ou au Sénégal où nous sommes aujourd'hui, on ne s'intéresse pas vraiment à ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'astronomie? Oui, l'astronomie, en fait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mère des sciences. L'astronomie, c'est toutes les sciences que vous voyez là, les mathématiques, la physique, chimie, les sciences naturelles, la biologie, toutes les disciplines que vous voyez ont pour origine l'astronomie. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que l'astronomie est une science très ancienne qui a été pratiquée au début par les Babyloniens, les anciens peuples. Donc, c'est une science, c'est ce qu'on appelle la mère des sciences. Et c'est une science très importante qui a beaucoup impacté sur le développement de l'humanité. D'accord. Et quelle a été son évolution jusqu'à aujourd'hui? Oui, l'évolution de l'astronomie peut être beaucoup plus résumée. J'en ai expliqué dans un livre, c'est un livre de 444 pages qui m'a pris beaucoup d'années. Donc, je ne pourrais pas trop détailler, mais je vais faire juste un aperçu là-dessus. C'est-à-dire, au début, on avait ce qu'on appelle les anciens peuples comme les Babyloniens, vous connaissez, les Égyptiens. Effectivement, ce sont les peuples qui sont nommés dans la Bible. Voilà, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, tous ces anciens peuples-là sont intéressés très tôt à l'astronomie. Pourquoi? Pour essayer, par exemple, de se localiser, de se situer. Au début, il n'y avait pas les moyens que nous avons, les moyens de transport que nous avons. On ne l'avait pas au début de l'humanité. Donc, pour faciliter ces déplacements-là, on se référait au mouvement des étoiles. On se référait, par exemple, aux étoiles Sirius et d'autres étoiles pour pouvoir se déplacer. Oui, effectivement. Vous parlez d'étoiles et tout ça, ça m'emmène à la deuxième question qui parle de télescopes. Ici, comment les télescopes spatiaux ont-ils révolutionné notre manière de voir l'univers? Voilà, c'est là où même je vais beaucoup plus développer. Je suis très impatient de développer là-dessus. Pourquoi? C'est-à-dire, j'ai rebondi sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Au début, il n'y avait pas trop d'appareils. Effectivement. Maintenant, à un moment donné, il y avait il y a ce qu'on appelle les précurseurs de l'astronomie. Il y a des gens qui sont moins connus, il y a des gens qui sont plus connus. L'un des plus connus, c'est bien sûr Galilée, avec sa lune astronomique. Galilée, en se basant sur sa lune astronomique, il a pu observer des variations au niveau de la planète Vénus. La planète Vénus. En même temps, il a pu détecter plusieurs satellites qui tournent autour de Jupiter. Quand je dis satellites, maintenant, les gens vont se dire, mais c'est quoi satellite? C'est-à-dire, il y a deux types de satellites. Il y a des satellites naturels et des satellites artificiels. Les satellites naturels, quand je dis satellite naturel, c'est quand vous prenez une planète, il y a un autre élément qui tourne autour de la planète. Comme nous, la Terre, la Lune tourne autour de la Terre à une vitesse de 1200 km par seconde. Donc, ça, c'est une satellite naturelle de la Terre. La Lune? Oui, la Lune, c'est une satellite naturelle de la Terre. Et la Lune influence beaucoup sur la dynamique de la Terre parce que c'est la Lune qui provoque ce qu'on appelle les marées hautes et les marées basses qu'on voit. Ça, c'est une information dont je n'avais pas cette information-là. C'est très intéressant. Donc, en parlant aussi des satellites naturels, si on prend Jupiter, lorsque Galilée a observé le satellite de Jupiter, Jupiter n'a pas un seul satellite. C'est l'une des planètes qui a plus de satellites.
dans le système solaire. Okay. Il a plus d'une cinquantaine de satellites à cause de sa masse et de son attraction gravitationnelle. C'est-à-dire, par rapport à sa taille, en se basant sur les formules de Isaac Newton, on voit que la planète Jupiter est capable d'attirer beaucoup d'objets célestes qui arrivent à tourner autour de cette planète, autour d'elle, ce qui crée beaucoup de planètes. Wow. Beaucoup de ce qu'on appelle les lunes. On appelle ça aussi des satellites naturels. Wow. Je suis tellement, je sais pas, intéressée. En même temps, ça, papy, en moi, parce que c'est une thématique, donc on n'en parle pas beaucoup. Et là, je suis carrément toute, je sais pas, impressionnée par les termes célestes, satellites. Pour moi, je croyais qu'un satellite, c'était juste une machine que les hommes fabriquaient, on envoyait dans l'espace. Mais il y a des satellites naturels, oui. Ça, c'est une information très importante. Aujourd'hui, la thématique, c'est la technologie au service de l'astronomie. En quoi les technologies de pointe ont-elles aidé les astronomes à découvrir l'univers? Oui, là, bon, je dirais que la technologie a beaucoup impacté sur le développement de l'astronomie. Beaucoup. Surtout avec l'avènement des télescopes spatiaux Hubble. TESS, avec récemment, en décembre 2022, on avait envoyé un télescope qu'on appelle le James Webb Telescope. La taille de ce télescope, à peu près, c'est à la taille de terrain de football, en fait, qui a été envoyé qui a été envoyé vers l'espace. Et avec le télescope spatial Hubble, c'est à travers le télescope spatial Hubble qu'on a découvert à peu près les premières exoplanètes. Je rappelle que les premières exoplanètes, on dit souvent que officiellement ont été découvertes par Michel Mayor en 1995, l'année de ma naissance, bien sûr. Donc, il y a quand je dis exoplanètes, ça sonne un peu chelou. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui ne tournent pas autour du Soleil, ce sont des planètes qui ne tournent pas autour du Soleil. Et qui ont une étoile. À chaque fois que vous prenez une planète, il y a une étoile. La planète tourne autour de cette étoile-là. Maintenant, si cette étoile est différente du Soleil, on dit que c'est une exoplanète. Voilà, vous voyez. Donc, ça a beaucoup impacté sur ça. Et quand on prend ensuite le télescope spatial Hubble, nous a permis aussi de découvrir ce qu'on appelle les concepts de supernova. Quand je dis supernova, c'est lorsque vous prenez une étoile. À un moment donné, les étoiles, quand elles fonctionnent, il y a des réactions nucléaires qui se passent dedans, avec la transformation de beaucoup d'éléments chimiques dedans. À un moment donné, l'étoile qui arrive en fin de vie, quand l'étoile arrive en fin de vie, il émet des longueurs d'onde qui tirent vers le rouge. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est un peu, c'est-à-dire, on se base sur la science qu'on appelle la spectrométrie. On ne peut pas, à l'instant T, connaître le comportement d'une étoile sans pour autant connaître le comportement de la lumière qu'elle émet. Maintenant, on prend cette lumière est subdivisée en plusieurs types de lumière qu'on appelle les ultraviolets, les rayons X, l'infrarouge. Maintenant, c'est lorsque la lumière tend vers une longueur d'onde qu'on appelle le rouge, on dit que cette étoile-là est à peu près en fin de vie. Donc, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. On appelle ça des supernovas. Voilà. Il y a des termes tellement techniques à l'intérieur que tu peux même te perdre. Mais je bois vos paroles parce que c'est vraiment intéressant. Moi, on écoute souvent planète, plein de termes, la NASA, souvent. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, réellement? Oui, beaucoup de gens se posent la question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous savez, nous sommes des individus appelés à se perfectionner. L'espèce humaine est appelée à se perfectionner. Selon la règle des 3 P que me dit un de mes amis, la passion, la patience et la persévérance, c'est très important. L'humanité est appelée à interagir avec les éléments du cosmos pour mieux avancer dans le domaine technologique, dans le domaine spatial. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent dans les autres planètes qui peuvent nous servir. Actuellement, il y a beaucoup de recherches qui tournent autour des ressources naturelles de la Lune, parce que dans la Lune, il y a des ressources naturelles. On dit même qu'il y a probablement de l'hélium 3. Quand on considère la planète Mars est une planète rouge parce qu'il y a un élément qu'on appelle l'oxyde de maïs, le Fe2O3, le fer et de l'oxygène qui est présent là-bas, qui fait que la planète a une couleur un peu rouge. Et ces éléments qui se trouvent sur cette planète-là peuvent nous servir après, on ne sait jamais. Parce que ce sont des ressources naturelles qui peuvent nous servir. Effectivement. Voilà. Waouh. Quand on voit le fait qu'on envoie des hommes sur la Lune, des hommes sur d'autres planètes ou même dans l'espace, je pense que on est obligé de faire appel à des algorithmes. On est obligé de faire appel à des simulations informatiques. Aujourd'hui, on a l'informatique, on a la technologie, il faut bien s'en servir. Mais comment on fait pour
pour introduire ces algorithmes-là, pour introduire ces simulations-là, pour vraiment avoir une meilleure aperçu de l'univers de l'extérieur? Moi, je dirais par exemple que vous voyez l'astronomie, c'est une science qui s'inspire des dernières nouvelles technologies. C'est sa particularité. À chaque fois que vous voyez émerger un outil, sachez que les astronomes l'ont déjà testé. Ça, c'est clair. À chaque fois qu'on voit, par exemple, l'IA, on parle de l'IA, on l'a déjà testé à la NASA, on l'a déjà testé à l'agence spatiale européenne, parce on connaît la NASA, mais il n'y a pas seulement la NASA. Il y a d'autres agences spatiales comme l'ESA en Europe, JAXA au Japon. Maintenant, les algorithmes qu'on utilise, ça sert à quoi? Vous êtes là, moi je suis là, on est sur Terre. Comment on peut connaître ce qui se passe au-delà de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, ou bien le nuage d'Oort, ou bien au niveau des tournois? On ne peut pas connaître réellement le comportement des tournois, ou bien quand deux galaxies se rencontrent. On ne peut pas connaître ça. Du coup, on utilise des algorithmes pour faire ce qu'on appelle des simulations informatiques. À travers ces simulations informatiques, on peut connaître comment se comporteraient deux galaxies qui se rapprochent. Et à chaque fois aussi, il y a des informations aussi qui tirent. En se basant sur les équations d'Albert Einstein, dans les équations d'Albert Einstein avec la relativité générale, on avait stipulé qu'il existerait des ondes qu'on appelle des ondes gravitationnelles qui vont prouver cette théorie. On l'a découvert grâce aux interactions avec les tournois. Et tout ça, c'est possible à travers des simulations informatiques qu'on fait pour voir comment se comporte un supernova sur les étoiles, pour voir le comportement d'autres types d'étoiles qu'on appelle les étoiles binaires, les étoiles doubles, pour connaître aussi le fonctionnement, par exemple, de la Voie lactée qui englobe l'ensemble du système solaire à peu près. Donc, on arrive à faire ces modélisations, on arrive à modéliser ces événements-là que nous ne pouvons pas voir, certes, mais avec les algorithmes, ça va beaucoup nous aider. En même temps, les algorithmes aussi favorisent le traitement de l'information beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable par rapport à ça. Parce que dans l'astronomie, les données sont tellement nombreuses, sont tellement grandes, qui fait que si on ne se focalise pas à le centraliser dans des data centers, à centraliser ces données quelque part avec des algorithmes bien aboutis, bien ficelés, on va se perdre. Donc, c'est très, très important. En tout cas, la technologie joue un grand rôle. Oui, ça joue un grand rôle là-dessus. Un très, très grand rôle. Moi, j'ai regardé des films de la NASA qui remontaient à 1972. Oui. Et on se rend compte qu'on a vraiment évolué. Même les ordinateurs qu'ils utilisaient étaient vraiment des masses. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'essor technologique qu'on a aujourd'hui, je me dis que c'est beaucoup plus évolué. C'est beaucoup plus évolué, c'est beaucoup plus structuré. Quand vous parlez ici de données, on a vraiment besoin de data scientists. Oui, absolument. Parce que stocker beaucoup d'informations, oui. Et pas que ça fuite aussi. Et oui, pas que ça fuite. Donc, vraiment, la technologie est très importante. Face à la réalité virtuelle. Oui. La réalité virtuelle. Comment est-ce qu'elle peut aider nous, les jeunes, qui n'avons pas accès à ces informations, oui, de la NASA, Comment la réalité virtuelle peut-elle nous aider à rentrer en immersion avec le cosmos? Quelle question. En fait, vous savez, la réalité virtuelle, pour moi, c'est un bijou. Je vous assure. Moi, je suis que c'est un bijou. C'est-à-dire, avec la réalité virtuelle, on peut facilement impacter les jeunes, surtout les enfants. C'est-à-dire, on crée des technologies de simulation. On a dit, bon, aujourd'hui, on va faire, par exemple, un atelier où vous allez visiter, par exemple, la planète Jupiter, vous allez visiter la Lune. Avec la réalité virtuelle, les gens se seront concernés par rapport au mouvement des planètes, au mouvement des étoiles, et quel impact ont ces planètes et ces étoiles sur notre quotidien. Quel impact ont les dernières technologies astronomiques sur notre quotidien. Donc, la réalité virtuelle, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup plus vulgariser, beaucoup plus visualiser par rapport aux éventuelles découvertes scientifiques qui vont arriver. Donc, la réalité virtuelle peut beaucoup nous aider quand même là-dessus. Je me rappelle, je sais pas si c'est en 2012 ou en 2013, mais je sais que j'étais encore au primaire, il y avait une éclipse. Oui. Et moi, je suis gabonaise d'origine et je me rappelle que il y avait une masse de personnes qui s'étaient réunies je me souviens. pour voir l'éclipse. Et je me rappelle que les gens achetaient des lunettes, les gens plaçaient des miroirs avec de l'eau pour regarder. Et quand j'ai ce souvenir-là, je me rends compte vraiment que les gens, en réalité, ont ce point d'interrogation-là. Ils veulent découvrir, malheureusement,
il n'y a pas d'accessibilité. Il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas on va dire, d'encouragement, il n'y a pas de sensibilisation. Oui, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de mots là-dessus. C'est qui fait en sorte qu'ils ne s'intéressent pas. Mais je suis sûre que s'il y a des organismes qui placent différents trucs pour attirer les jeunes, je suis sûre qu'on va s'y intéresser. Parce que le jour de cette éclipse, ça, je pense que c'était dans toute l'Afrique. Oui, je me souviens de cet événement. Mais les gens étaient maudits à regarder ça. Et même moi, je faisais partie de ces enfants-là qui étaient, je bouillonnais, je voulais vraiment savoir ce qui se passe. Mais on en parle du fait que l'astronomie n'est pas connue. Oui, absolument. Cependant, les lignes sont en train de bouger, en Afrique, avec, vous le savez, M. Maram Kairé, qui est le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Je lui ai rendu un vibrant hommage dans le livre parce que c'est notre mentor là-dessus. On ne peut pas parler d'astronomie sans pour autant parler de Maram Kairé. Ça, c'est impossible. Il y a beaucoup d'acteurs sénégalais qui font évoluer les choses. Il y a aussi Salma Silla, qui est la première doctorante en astrophysique au Sénégal. Il y a Mariko Sega, la première doctorante en astrophysique en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi Dora Mwanda, qui m'a envoyé un télescope, bien sûr. Elle dirige la Semaine des sciences Congo-Kinshasa. Elle est en Belgique. Donc, ce sont des personnalités qui font bouger les choses. Surtout ici, au niveau de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, il y a beaucoup d'ateliers qui se font, beaucoup de rencontres. En même temps aussi, notre ambassadeur, notre président, M. Maram Kairé, est en train de faire un excellent travail là-dessus. Donc, c'est à saluer, c'est à saluer. On va parler de ce petit livre. Est-ce que vous le voyez? Je dirais ce petit livre, mais en réalité, c'est un très gros livre de 400 pages. Je tiens à rappeler que monsieur Adama a écrit ce livre qui se nomme « De l'origine de l'univers à la fuite des galaxies, le mot sénégalensis face au mystère du cosmos ». Un livre de 400 pages où il a essayé de parler de tout ce que nous ignorons sur le cosmos, sur l'univers. On va parler de ce livre. Ouais. D'où vous est venue l'inspiration? Ça, c'est une question parce que pour écrire un livre, on m'a beaucoup posé cette question, c'est vrai. Il faut avoir de l'inspiration qui coule. Comment c'est venu? Bon, en fait, je ne sais même pas par où commencer par rapport à cette question. C'est que c'est tellement... Par rapport à ce livre, au début, moi, on me sélectionnait souvent à des concours de génie en herbe. D'accord. Avec des professeurs, M. Badian, que je salue au passage, M. Touré, tous mes professeurs qui m'ont encadré, M. Tchandoum en physique-chimie, beaucoup de professeurs ont impacté dans mes recherches-là. C'est-à-dire, à la base, j'aimais l'histoire et la géographie. Il y a des images, hein? Voilà, il y a des images. Et avec cette discipline, j'étais aussi très bien, c'est normal dans les matières scientifiques. J'ai découvert une émission sur Euronews qui s'appelait Space. Et quand je suivais cette émission, c'était en 2010, je voyais des planètes tourner de gauche à droite. On disait dans l'émission, par exemple, qu'il y a la mission Gaïa, la mission Kepler et la mission TESS. Des missions qui sont passées avec le télescope spatial Hubble qui a révolutionné nos connaissances en astronomie. Je me suis dit, mais c'est quoi cette science, en fait, que nous voyons, qui défile sous nos yeux et que nous, les Africains, on n'arrive pas à toucher, quoi. On n'arrive pas à saisir, en fait, cette opportunité que peut nous offrir l'astronomie. Je me suis dit, bon, je vais me lancer dans un univers très différent. J'ai préféré être différent. Donc, c'était un peu difficile parce que je dis même que je me suis transformé après en deux personnes, c'est-à-dire une personne qui fait ses études à l'école et une autre personne qui fait ses recherches à la maison. Donc, ce livre, après, ça m'a pris, je l'ai commencé en 2010, au fur et à mesure que je grandissais. 14 ans. Oui, 14 ans, oui. Au fur et à mesure. À écrire ce livre. Oui, ça m'a pris 14 ans. Et au fur et à mesure que je grandissais aussi, j'évoluais, je progressais, les connaissances augmentaient un peu. Donc, je faisais des mises à jour, des modifications. Maintenant, je l'ai terminé en 2022. D'accord. En 2022, réellement. Maintenant, quand j'ai terminé en 2022, le problème, c'est comment faire pour éditer le livre. Je vois. Donc, j'ai cherché pas mal d'éditions, maisons d'édition. Souvent, ça ne figurait pas sur la ligne éditoriale. Et puis, il y a la maison d'édition Pape Samba Badji, édition, les maîtres DJ édition, qui m'a offert l'opportunité de publier ce livre qui me tient à cœur.
Wow. C'est un livre où j'ai beaucoup énuméré là-dessus. J'ai commencé par énumérer ce qu'on appelle l'origine de l'univers, comment l'univers est né, avec les processus, l'étape de la matière, la formation des protons, des atomes, des molécules, jusqu'à la formation des galaxies et des planètes. Wow. Par la suite, dans le livre, j'ai expliqué aussi les débris spatiaux. Les débris spatiaux, ce sont par exemple, les satellites que nous envoyons dans l'espace. C'est-à-dire quand on envoie un satellite dans l'espace, souvent il y a une part des satellites qui est laissée là-bas. C'est considéré comme des débris. Okay. Donc ce sont des déchets. Et ces déchets-là, maintenant, ça veut dire que nous, espèces humaines, on est appelés à prendre nos responsabilités là-dessus. Comment on peut polluer notre Terre et après aller au niveau de l'espace pollué encore? C'est vraiment dommage. Excusez-moi de vous couper, mais j'ai regardé un film où la fusée là qu'on envoie. Ouais. Souvent, la fusée est tellement grande, mais c'est juste un seul petit bout élément qui reste. Ouais. Et le tas de ferraille là, qui explose après la va se désintégrer. C'est ce qui crée la pollution. C'est ce qui crée la pollution. Maintenant, il y avait une astrophysicienne qui s'appelait Fatoumata Kébé, que j'ai suivie, c'est une Malienne. Elle a fait une thèse sur ça. Et c'est très, très important de prendre nos responsabilités, prendre nos devants par rapport à ces choses-là, parce que ça peut nous impacter. Des fois, on se dit, telle année, il y a un truc qui va arriver. C'est-à-dire que le fait d'envoyer ces éléments, ces gens dans l'espace-là, est-ce que ça peut ne pas modifier la trajectoire des astéroïdes géocroiseurs? Quand je dis astéroïdes géocroiseurs, c'est quoi? Entre la planète Mars et Jupiter, il y a beaucoup de petites pierres qui circulent, qu'on appelle des astéroïdes. Il y a des astéroïdes qui ont la même orbite que nous. Qui partagent à peu près la même orbite que notre Terre. Est-ce que les éléments que nous envoyons peuvent ne pas influencer sur la trajectoire de ces astéroïdes pour ne pas venir un jour nous arrêter sur la Terre? Ça, donc, il va falloir qu'on soit un peu prudent par rapport aux dangers que nous envoyons. J'appelle l'humanité, tous les individus à prendre leurs responsabilités par rapport à ça, parce que c'est très, très important. C'est très, très important. Vraiment, merci pour ce beau livre. Merci à vous aussi. Moi, le mot qui me fait vraiment rire ici, mais en même temps qui est génial, c'est homo, et je vous assure, j'ai du mal à le dire. Oui. Homo sénégalensis. Oui. Waouh. Déjà, on sait qu'il y a sénégalais dedans. Ouais, il y a sénégalais, oui. En fait, bon, moi, je suis né en France. Mais j'ai passé, tout mon cursus scolaire, je l'ai passé au Sénégal. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte rendre hommage à ce pays ce pays de la Teranga qui m'a honoré. J'ai des parents sénégalais. J'ai appris ici, j'ai tout appris ici. Et en même temps, c'était aussi pour rendre hommage à mes professeurs, de sciences physiques, de mathématiques. Il faut, c'est-à-dire, essayer de s'identifier par rapport à ce qu'on sort. Il faut que c'est-à-dire, je voulais faire sortir quelque chose made in Sénégal. Donc, il fallait que j'inclue ce mot-là. Le mot sénégalensis. Je sais qu'on va au terme de l'émission. Ah, déjà. Déjà, c'est passé vite. Mais j'ai une question à poser par rapport aux galaxies. Et franchement, ça, pour moi, ça, c'est une question. Et je sais qu'il y a beaucoup qui se posent la même question. On dit qu'il y a plusieurs galaxies. Oui. C'est quoi la galaxie? Oui. En fait, quand vous voyez les galaxies, ce sont des regroupements d'étoiles. Maintenant, il y a plusieurs types de galaxies. Il y a ce qu'on appelle les galaxies lentaculaires. Il y a plusieurs types de galaxies. Et les galaxies sont très, 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 très lointaines. Les galaxies, nous, là où on se trouve, quand on considère, par exemple, la Terre, le système solaire, nous, on n'est qu'une petite partie de l'univers, en fait. On représente même 1%, en fait. C'est-à-dire, quand on prend la Terre, les planètes du système solaire, tout ça, ça se trouve dans un petit élément, ce qu'on appelle la Voie lactée. Ce qu'on appelle la Voie lactée. La galaxie beaucoup plus proche de nous, c'est ce qu'on appelle la galaxie Andromède. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres types de galaxies. On l'appelle plus même des galaxies, mais on l'appelle même des super-amants. Comme les super-amants de la Vierge. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on considère. Je comprends pourquoi beaucoup de gens pensent qu'il y a d'autres choses qui existent, oui, en se basant sur ce qu'on appelle l'équation de Drake. Il y a ce qu'on appelle l'équation de Drake qui stipule qu'il existerait des vies intelligentes dans d'autres planètes. C'est pourquoi, bon, les gens sont en train de chercher. On ne sait jamais, peut-être. On ne sait jamais, mais il y a plusieurs types de galaxies. Maintenant, le fait, pour détecter ces galaxies-là, on se réfère à ce qu'on appelle
à la lumière qu'il dégage. C'est-à-dire, quand on voit une galaxie, quand on voit une étoile, la lumière qu'il dégage, on récupère cette lumière. Maintenant, on voit son décalage. Si la galaxie, si la lumière décale vers le bleu, on dit que c'est une étoile jeune. Si ça tire vers le rouge, on dit que qu'elle est vieille, elle s'apprête à sa fin. J'ai retenu, hein? Voilà. J'ai retenu. Waouh. C'est ça, oui. Waouh. Mais est-ce que vous pensez que ces astres-là ont de l'influence sur nous? Sur nos vies? Sur nos vies, bon. Sur, voilà, le développement? Moi, je ne dirais pas ça parce que beaucoup de gens, confondent ce qu'on appelle l'astronomie et l'astrologie. Effectivement. Oui. Et ça, en fait, je suis très fier de répondre à cette question parce que j'étais allé dans un panel avec monsieur Maram Kairé au Dakar Institute of Technology. C'est moi-même qui lui ai posé cette question. Je lui ai dit, quelle est la différence entre l'astronomie et l'astrologie? Donc, à chaque fois, moi, que je réponds aux questions, je me réfère au président, je me réfère à celui qui dirige l'association. Et aussi aux différents membres du groupe de l'ASPA. Je vais parler du groupe de l'ASPA, Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, qui nous édifie sur ça. L'astrologie, c'est un art divinatoire. Alors que l'astronomie, c'est une science exacte. Donc, c'est différent. Je vois clairement la différence. Oui, c'est différent. Je vois vraiment la différence. Merci, monsieur Adama. Merci beaucoup. Pour cette belle émission. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire à tous ces jeunes-là qui ont passionnés, ce point d'interrogation, qui sont passionnés et qui ne savent pas comment se lancer? Ils savent rien parce qu'on n'en parle pas. Pas beaucoup, oui, c'est vrai. Quel est le conseil? Est-ce qu'il faut attendre l'école? Est-ce qu'il faut se lancer personnellement, aller faire ses recherches soi-même? Moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre l'école parce que déjà, au Sénégal, moi, je n'ai pas appris l'astronomie à l'école. Je l'ai appris seul. Mais aussi en me référant sur des enseignements d'éminents hommes. Normalement, je devais même me lever pour prononcer son nom. C'est Cheikh Mouhidine Samba Diallo qui a beaucoup impacté sur mes recherches. C'est lui qui m'a... En fait, j'écoutais ses émissions, j'écoutais ses presses. C'est un chef religieux, un guide religieux très respecté. Donc, je me suis beaucoup inspiré de lui. Monsieur Maram Kairé aussi, bien évidemment, et d'autres personnalités. Je dirais maintenant que les jeunes, vous êtes appelés à bâtir l'Afrique de demain. Et que, comme dit un de mes amis, rien de grand ne s'est accompli sans la règle des 3 P. La règle des 3 P, c'est quoi? La passion, la patience et la persévérance. C'est ces 3 règles à respecter pour avancer. Rien n'est impossible. Les États sont en train d'avancer dans le domaine technologique. Là, on parle d'intelligence artificielle. Quelle est notre part? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Qu'est-ce qu'on doit apporter? On doit apporter de la valeur à cette IA. Je vois, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire d'énormes travail là-dedans. Donc, j'appelle les jeunes à s'initier à la science, à l'informatique, la programmation, l'administration réseau, la cybersécurité, le deep learning, machine learning. On doit s'intéresser à toutes ces sciences-là pour avancer parce que l'Afrique a besoin de scientifiques. On en a vraiment besoin. Et le fait de voir maintenant que le Sénégal a lancé son premier satellite sous la direction de M. Gayan Faye est un signe. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dedans aussi. Les gens, Claude Joseph Badji, Ismaïla, beaucoup de gens que je vois. C'est très important. Et vraiment, nous les Africains, nous sommes appelés à porter le flambeau. C'est ça que je pourrais. On doit porter le flambeau. Il est temps qu'on se réveille en Afrique. Vraiment. Je suis très contente qu'on parle d'astronomie dans une émission comme Science Tech. Parce que c'est vraiment pour réveiller les consciences qu'au-delà de la Terre, il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut vraiment s'y intéresser. Parce que plus on s'y intéresse, plus on découvre des choses qui nous seront utiles aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. C'était un plaisir de vous recevoir, monsieur. Plaisir partagé. Merci. Vraiment, merci pour la passion. Merci. Vraiment, vous parlez avec beaucoup de passion. Et comme vous l'avez dit, passion, patience, persévérance. Il faut y aller. Il faut rester tenace. Parce que comme je l'ai dit, l'astronomie en Afrique, on n'en parle pas. Donc, pour rester vraiment accroché à ce qu'on aime, à ce qui nous passionne, il faut vraiment aimer la chose. Oui. Donc vraiment, merci. Je rappelle que monsieur Adama Bal est écrivain scientifique, comme vous le voyez. Il a écrit son livre, mais il est aussi administrateur réseau.
Oui. et il est aussi développeur. Merci d'avoir regardé notre émission. Je rappelle que notre thématique d'aujourd'hui, c'était technologie au service de l'astronomie. Vraiment, aujourd'hui, j'ai été, je sais pas s'il faut dire béni, mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de connaissances. C'était avec un réel plaisir que j'ai fait cette belle émission-là. Merci d'être resté avec nous et je rappelle que nous étions sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Nous sommes en ce moment sur le plateau de Science Tech. Restez avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission, un prochain invité. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci.